Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je pense que oui. Je vois qu'il y a deux participants. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore assez bien Clicky Meeting. Ah, c'est parfait. Merci. Donc, nous allons commencer ce cours de droit des obligations, mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Franck Guibert, donc je suis l'administrateur de la page Facebook Au nom du droit. Et donc j'ai créé cette page pour vous faire partager ma passion du droit, hein. Ça fait déjà 6 ans que je fais du droit, et je voulais faire partager cette magnifique matière un maximum de personnes. Donc, je suis titulaire d'un diplôme de capacité en droit, d'une licence en droit public et privé, et d'un master 1 en droit des contrats publics privés aussi. Donc, j'ai passé mes diplômes à l'Université d'Avignon. Et de là, depuis, je suis juriste en entreprise, en droit des contrats. Donc voilà. Pourquoi le droit des obligations? Alors, le droit des obligations, c'est une matière fondamentale au sein du droit. C'est une matière qui transcende toutes les matières. Vous avez des obligations en droit administratif, en droit commercial, en droit civil, donc évidemment, hein. Et c'est une matière fondamentale dont on peut constater tous les aspects importants tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, nous faisons des contrats, nous avons des obligations les uns les autres. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc alors, ce cours, ce ne sera pas un cours spécialement, euh, ce ne sera pas un cours comme dans un amphithéâtre. C'est un cours assez condensé. Je l'ai voulu précis, clair et pragmatique. Parce que sinon, bon, déjà, le cours fait 40 pages, c'est moi qui l'ai élaboré. Il y en aurait pour 30 heures et je ne pense pas que vous ayez la patience peut-être d'attendre autant de temps. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de plan défini. Il y a une structure de plan, mais ce n'est pas une structure de plan comme à l'université, vous voyez. Bon. Alors nous allons commencer ce cours en introduction. Nous allons expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'une obligation. Alors, une obligation est un lien de droit, un rapport de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l'une d'elles, le créancier, a le pouvoir d'exiger de l'autre, le débiteur, l'accomplissement d'une prestation. Alors ça, c'est la définition classique de la doctrine en droit des obligations. C'est une définition purement juridique, mais avant tout, il faut prendre en compte l'aspect psychologique de l'obligation. Je m'explique. Une obligation, c'est un lien de droit à l'instar d'un lien sentimental entre deux ou plusieurs personnes. On se sent d'abord obligé de quelque chose, en premier lieu, pour pouvoir ensuite donner une définition juridique à ce sentiment. Donc, je m'explique. Obligation vient du mot latin obligatio, dérivé de obligo, obligé, et de ligo, lié. Vous avez donc l'idée c'est que vous êtes lié et obligé en même temps par plusieurs situations dont on verra un peu plus tard au début du cours après l'introduction. Il s'agit donc d'un lien qui, à l'instar des liens sentimentaux, comme je le disais, unissent les hommes avec un grand H, avec pour conséquence pour eux
de s'obliger à certaines prestations. On peut dire que les obligations sont aussi anciennes que les hommes eux-mêmes, et que ces obligations se sont diversifiées, complexifiées et étendues du fait de l'augmentation de la population et surtout, très important, des échanges commerciaux depuis des temps déjà assez immémoriaux. Le droit des obligations est pour cette raison la matière fondamentale qui transcende toutes les autres matières. Il y a donc les obligations civiles, comme je le disais, pénales, commerciales, administratives, de droit international. En somme, tout ce qui peut lier les personnes, que ce soit des personnes physiques, donc des particuliers, ou des personnes morales, les entreprises, les collectivités locales, les associations. Donc, quand on dit personne, on dit vraiment, c'est vraiment au sens large. Le droit des obligations existe depuis des temps anciens. Alors, pour la petite histoire, on parle souvent du code du roi d'Hammurabi de 1750 avant Jésus-Christ. C'était un roi babylonien. Ce code comprend un corpus de lois, un ensemble de lois relatifs, entre autres, à la responsabilité sur les dettes, les prêts à intérêt, les prêts commerciaux, les dépôts de biens ou même les litiges et prix à la location d'ouvriers agricoles et de bergers. Donc ce sont autant d'obligations que l'on peut retrouver aujourd'hui dans nos sociétés modernes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de liens psychologiques, c'est-à-dire que c'est intrinsèquement lié à l'être humain d'établir des règles de droit déjà, et ensuite d'avoir des obligations les uns les autres. On va, depuis 1750 avant Jésus-Christ, et même avant, l'être humain n'a pas fondamentalement changé sur ce point. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du droit, le Code d'Hammurabi est considéré comme le texte de loi le plus complet de la Mésopotamie antique. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette période qui est très intéressante. Plusieurs autres codes ont été édités dans d'autres civilisations et au cours de l'histoire. Mais la définition des obligations la plus proche que notre droit moderne retient, c'est celle des instituts de Justinien, de l'empereur Justinien. Ces instituts, cette définition est inclue dans le Corpus Juris Civilis. Donc en français, en clair, c'est Corpus Juris Civilis. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le Corpus Juris Civilis. C'est une compilation de droit civil, donc l'empereur byzantin Justinien qui pensait que le droit romain, c'était un peu un nostalgique du droit romain de l'époque classique jusqu'à l'Empire. Donc il fait une compilation et dans ce qu'on appelle les instituts, c'était des ouvrages destinés aux étudiants, on donnait la définition suivante donc au VIe siècle des obligations. Alors, c'est dans les instituts, livre 3, section 13. Les obligations sont définies comme un lien juridique auquel nous sommes liés par la nécessité d'accomplir quelque acte selon les lois de notre État. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Justinien, dans ses instituts, il sépare les droits des obligations en contrat, délit, quasi-délit, quasi-contrat. C'est exactement la séparation qu'il existe aujourd'hui dans notre code civil. Nous avons les contrats, les actes juridiques et les faits juridiques. Des faits juridiques qui sont partagés entre délit, quasi-contrat et quasi-délit. Et cette définition nous vient du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc ce qui fait quand même 1500 ans. Nous retenons cette définition car le Corpus Juris Civilis de Justinien est en quelque sorte l'ancêtre du droit civil français. Édité entre 528 et 533
avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, il fut repris par l'Occident médiéval au XIIe siècle, en accord avec le christianisme qui était la religion de l'Empire. Au XIIe siècle, c'était un peu le renouveau du droit romain. Et de là, avec le christianisme, il s'est institué une sorte de droit, on appelait ça le droit romano-canonique. Voilà, pour la partie historique. Donc, pour faire une petite comparaison avec la définition de Justinien des obligations, notre Code civil, lui, en son article 1100, nouveau, depuis 2016, nous dit que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Il ne définit pas ce qu'est une obligation. Il ne se limite qu'à énoncer ce qui les crée, ce qui leur donne naissance. Donc l'obligation est donc un lien qui met en relation un créancier, celui qui détient une créance, un droit sur le débiteur. Le débiteur, c'est celui qui doit. Un exemple tout simple, un prêt bancaire. Le banquier, c'est le prêteur, donc c'est le créancier. L'emprunteur est celui qui doit. L'emprunteur, c'est le débiteur. Donc voilà pour cette petite définition. Alors nous allons commencer le cours proprement dit avec le caractère de l'obligation en droit civil. Il y a 4 caractères à retenir. Le premier, c'est un caractère obligatoire. Dès lors qu'existe un lien d'obligation entre un créancier et un débiteur, ceux-ci doivent respecter leur engagement sous peine de sanctions prévues par la loi au sens large. C'est prévu dans le Code civil. Exemple, un débiteur ne rembourse pas son crédit bancaire. La banque a le droit de réclamer et de tenter de récupérer son argent sans compter les dommages et intérêts éventuels par exécution forcée. Donc là, on est bien dans le caractère obligatoire. Vous créez une obligation, vous avez un créancier, un débiteur. L'obligation, vous avez l'obligation, c'est le cas de le dire, de l'exécuter et de la respecter, sous peine de sanctions prévues évidemment par le Code civil. Deuxième caractère, un caractère personnel. L'obligation porte sur les droits des personnes, en opposition à un droit sur les biens. Dans le Code civil, vous avez deux livres. Vous avez le livre sur les personnes et le livre sur les biens. Donc là, il s'agit de droits qui portent sur les personnes physiques, personnes morales. Le lien de droit ainsi créé est relatif, c'est-à-dire il prévaut uniquement entre le créancier et le débiteur. Ça, c'est le principe. C'est l'article 1199 du Code civil qui nous dit « Le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties ». C'est le principe, le fameux principe de l'effet relatif des contrats. Troisième caractère, le caractère patrimonial. C'est un droit qui a une valeur pécuniaire, c'est-à-dire qu'il peut être évalué en argent. Quatrième caractère, c'est un caractère mobilier. L'obligation rentre à l'actif du patrimoine du créancier et au passif du débiteur. Alors, petit rappel de ce qu'est un patrimoine, selon la définition classique simplifiée. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens, droits et des obligations des personnes. Il comprend à la fois l'actif, les meubles et les immeubles, et le passif, les dettes. L'article 2284 dispose que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers. C'est pour cela qu'une obligation entre dans le patrimoine d'un créancier ou parmi les biens mobiliers incorporels. Alors, pour se faire une idée du patrimoine, l'image, c'est
vous avez la fameuse image du sac à dos où vous y mettez dedans vos actifs et vos passifs. Donc vos actifs, tout ce que vous possédez, vos meubles, vos immeubles, votre argent, voilà. Et au passif, vous avez tout ce que vous devez, les dettes. Vous êtes débiteur, donc voilà. Et donc quand vous devez quelque chose à quelqu'un, pour simplifier, vous êtes redevable sur l'ensemble de ce sac à dos. Voilà. J'espère que j'ai bien donné la bonne image. Ensuite, sur la classification des obligations. Alors là, c'est intéressant parce que depuis la réforme de 2016 sur le droit civil, du droit civil et du droit des contrats, l'ordonnance du 10 février 2016 s'est abstenue en grande partie de reprendre les constructions doctrinales en matière de classification des obligations. Je m'explique. Par exemple, l'obligation de moyens et de résultats, l'obligation de faire ou de ne pas faire. Le nouvel article du Code civil ne nous parle pas de ces obligations-là. Voilà. Donc, cependant, la jurisprudence les a conservées, c'est-à-dire on peut donc arguer que les tribunaux se serviront de ces obligations par une appréciation in concreto de l'espèce, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction des circonstances et des qualités des individus. Donc le Code civil ne les a pas repris, la jurisprudence les a gardés, mais certains auteurs nous disent qu'elles n'existent plus, mais les jurisprudences, elles, existent. Et les obligations de moyens et de résultats, dans la réalité, elles existent encore. On peut pas. Je vais vous donner quelques exemples en ce sens. Je vous invite à consulter donc, la définition de l'obligation de moyens et de résultats. Je vous donne quelques jurisprudences sur l'obligation de moyens par un médecin, première chambre civile, 4 janvier 2005, sur l'obligation de résultats lorsqu'un médecin vend à un patient du matériel médical présumé en bon état de fonctionnement, première chambre civile, 23 novembre 2004. Alors, je vais vous donner quand même la définition, parce que je l'ai sous les yeux là. Définition d'obligation de moyens et d'obligation de résultat. C'est très important parce que le Code civil l'a abandonné, mais pour moi, ça existe encore. On peut pas les nier, on ne peut pas les balayer comme ça d'un revers de la main parce que on peut encore être amené à avoir des situations où ces obligations-là vont ressortir. Donc, l'obligation de résultat, c'est lorsque le débiteur est contraint d'atteindre un résultat déterminé. Le débiteur est contraint d'atteindre un résultat déterminé, défini. Il doit atteindre un but. Exemple, un vendeur est tenu de livrer la chose achetée. Vous allez me dire, c'est logique. C'est ce qui fait la substance du contrat de vente. Et il y a obligation de résultat en ce sens. Aussi, l'acheteur est tenu de payer. Il y a là aussi une obligation de résultat. Le vendeur est tenu de livrer la chose. L'acheteur est tenu de la payer. Obligation de résultat. L'obligation est de moyens lorsque le débiteur s'engage à mobiliser toutes les ressources et moyens disponibles pour accomplir la prestation promise sans garantie du résultat. Alors ici, on ne nous demande pas d'atteindre un but précis. On nous demande de mettre en action tous les moyens possibles et les ressources disponibles et possibles surtout pour accomplir la prestation promise. L'obligation de moyens répond à un adage qui est de point à l'impossible, nul n'est tenu. L'exemple le plus frappant, c'est le médecin qui a une obligation de soins, de soigner, et il doit vous soigner, mais il ne peut pas avoir une obligation de guérir. Car la science est encore aléatoire dans le domaine de la médecine. Un médecin ne peut pas vous dire voilà, je vais vous guérir, vous avez un cancer, vous allez vivre. Un
médecin ne peut pas vous dire ça, il ne peut pas vous garantir que vous allez guérir et que vous allez ressortir de l'hôpital sans aucune séquelle, sans rien du tout. Il a juste l'obligation d'apporter tous les traitements que permet la science. Voilà. Dans cette hypothèse, donc, le débiteur met en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre une personne diligente avec tous les moyens disponibles et modernes que la médecine puisse donner. Les juges ont retenu plusieurs critères pour déterminer s'il s'agit d'une obligation de moyens ou de résultat. Le juge va vérifier soit l'intensité de l'engagement pris par les parties. Il va vérifier l'intensité de l'engagement, à quel point les parties se sont engagées. Ou le juge vérifie les clauses du contrat et les prescriptions de la loi. Donc le juge, c'est très simple, il va regarder le contrat, il va vérifier les clauses. Est-ce que les clauses prévoient une obligation de moyens, de résultats ou d'autres oui, c'est ça. Oui, ce sont les clauses, donc il va vérifier les clauses et les prescriptions de la loi. Donc, qu'est-ce que dit la loi? Donc, ce sont des critères assez matériels, on va dire. Ou ensuite, il va vérifier si la loi impose une obligation en cas de silence du contrat. Là, c'est pareil. Il va vérifier la loi. Est-ce que la loi impose une obligation si le contrat ne dit rien? Peut-être que la loi peut être ce qu'on appelle supplétive au contrat. Sur le contrôle de l'exécution du contrat, le juge va vérifier aussi si l'obligation est de résultat, si le débiteur maîtrise entièrement l'exécution de la prestation. Donc, il y a une idée de maîtrise, de pouvoir vraiment sur l'exécution de la prestation. S'il existe un aléa sur la finalité de l'obtention du résultat promis, il s'agira d'une obligation de moyens. Donc là, l'aléa, c'est encore l'exemple du médecin. Le médecin vous soigne. L'aléa, c'est qu'il ne puisse pas vous guérir. Parce qu'il n'a pas de contrôle, la médecine ne contrôle pas encore le pouvoir sur l'immortalité, par exemple. Sur le contrôle de l'exécution, en principe, les obligations matérielles sont qualifiées de résultats. Donc c'est assez logique, une obligation matérielle, obligation de livrer une chose. On considère que vous avez la totale possibilité, par exemple, si c'est pour livrer la chose, vous avez votre paquet, vous êtes un vendeur, vous avez votre paquet, vous mettez l'objet à l'intérieur, l'acheteur l'a payé, vous le confiez à un transporteur, vous le transportez vous-même. Vous avez une prégnance sur l'objet, sur l'exécution. Donc on considère que l'impossibilité d'exécuter est quand même assez limitée. Voilà. Donc ça, c'était pour la définition de l'obligation de moyens et de résultats. On clôt ce petit paragraphe sur la classification des obligations. On va continuer par les sources des obligations. Donc, les sources des obligations. Au 1er octobre 2016, les sources des obligations sont globalement les actes juridiques et les faits juridiques. On distingue les actes juridiques. L'article 1101-1 du Code civil dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Exemple d'acte, un contrat de vente. C'est un acte conventionnel. Parce que le contrat de vente, il est conventionnel parce qu'il est entre une autre personne ou plusieurs autres personnes. Donc ces personnes créent une convention. Un acte juridique est donc une opération produite afin de réaliser une modification de l'ordonnancement juridique. Donc vous bouleversez les liens juridiques déjà existants, vous en créez d'autres, vous faites
Donc vous perturbez pas dans un sens péjoratif, mais vous apportez votre propre création juridique dans le monde du juridique. Donc votre contrat apparaît, vous l'enregistrez au service des impôts ou au greffe du tribunal de commerce. En cas de litige, il peut être porté devant un tribunal. Donc, naissance d'une nouvelle vie, d'un nouvel objet juridique. L'article 1100-1 alinéa 2 nous dit aussi que les règles applicables au contrat sont applicables à tous les actes juridiques. Donc voilà, ça, donc on prend le Code civil, nous dit les règles applicables au contrat sont applicables à tous les actes juridiques. Comme ça, on est clair. Et je vais vous donner la distinction entre contrat et je retrouve mes petits papiers. Ah, excusez-moi. Voilà. Je vais vous donner la distinction entre le contrat, l'acte juridique unilatéral et l'engagement unilatéral de volonté. Ça, c'est une... Je vais vous pousser un peu l'explication de l'acte juridique. Pour moi, c'est important. Parce qu'on confond souvent les notions. Donc, l'acte juridique unilatéral se distingue du contrat par une manifestation unilatérale de volonté. Une seule partie exprime sa volonté. Donc, première comparaison, l'acte juridique unilatéral se distingue du contrat par une manifestation unilatérale de volonté. Une seule partie exprime sa volonté, contrairement au contrat, où au contrat, il existe, ce sont deux parties qui s'expriment, qui envoient eux-mêmes, qui s'intercroisent les consentements. Il n'est jamais créateur d'obligation. L'acte juridique unilatéral n'est jamais créateur d'obligation. Alors, il a pour conséquence 4 effets de droit. Un effet déclaratif, exemple la reconnaissance de dette, ou l'offre de vente. Et là, cet exemple-là, l'offre de vente, nous démontre qu'il n'y a qu'une seule manifestation unilatérale de volonté, une seule partie exprime sa volonté, vous faites une publicité, vous faites une offre de vente. La personne en face qui lit l'offre de vente, elle peut ne rien dire, elle peut accepter, donc il ne s'agit pas d'un contrat. Deuxième effet, un effet translatif. Exemple, le testament. Vous rédigez votre testament, vous y inscrivez les personnes qui hériteront de votre patrimoine. Ces personnes-là n'ont pas demandé leur avis, n'expriment pas leur volonté. Et ils l'exprimeront plus tard peut-être, mais ça n'engage que vous. Troisième effet, un effet abdicatif. Abdicatif, dans le sens de abdiquer, renoncer. Donc, un exemple, c'est la démission. Vous êtes sous contrat chez votre employeur, vous lui écrivez une lettre de démission. C'est vous seul qui exprimez votre volonté de partir. Et puis, le patron, en général, les employeurs acceptent et vous partez. Donc. Quatrième effet, un effet extinctif, c'est la résiliation. Donc vous résiliez un contrat, vous résiliez un avant-contrat, une offre. Là aussi, c'est une seule partie qui exprime sa volonté, pas de création d'obligation. Voilà. Deuxième distinction, l'engagement unilatéral de volonté, lui, se distingue du contrat, mais sont tous deux créateurs d'obligations, contrairement à l'acte juridique unilatéral. Donc, je récapitule.
l'acte juridique unilatéral ne crée pas, c'est une seule partie qui exprime sa volonté, contrairement au contrat. L'engagement unilatéral de volonté, lui, se distingue du contrat, mais sont tous deux créateurs d'obligations, contrairement à l'acte juridique unilatéral. À la différence du contrat unilatéral, la validité de l'engagement unilatéral de volonté n'est pas subordonnée à l'acceptation du créancier de l'obligation. Dans un contrat unilatéral, une seule partie s'oblige. Alors, on va donner un exemple. La donation, vous faites une donation. Donc, la validité de l'engagement unilatéral de volonté n'est pas subordonnée à l'acceptation du créancier de l'obligation. Vous faites une donation, la personne à qui vous donnez, si elle n'accepte pas, ça ne remet pas en cause la validité de l'engagement. Voilà. Exemple d'engagement unilatéral de volonté, le frère qui s'engage à aider sa sœur financièrement. Le contrat unilatéral fait naître des obligations qu'à la charge d'une seule des parties contractantes. Voilà donc pour la différence entre contrat, acte juridique unilatéral et engagement unilatéral de volonté. On continue. Bon alors, première source des obligations, c'était les actes juridiques que je viens de disséquer. Ensuite, vous avez la deuxième source d'obligation, les faits juridiques. Alors, les faits juridiques, ce sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Donc, ce sont les faits de l'homme. Contrairement aux actes juridiques, il ne s'agit plus de convention ou de contrat. Là, on va le voir. Hein. Il ne s'agit plus d'actes juridiques. Donc, ce sont des faits, des agissements. On peut distinguer trois types de faits juridiques qu'on appelle les quasi-contrats. C'est l'article 13.5 du Code civil. Alors, ces trois types de quasi-contrats, ce sont la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié. Donc, je vais vous donner voilà. Je vais vous donner des explications sur les quasi-contrats. Alors, sur la gestion d'affaires, le Code nous dit « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à son insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion à toutes les obligations d'un mandataire. » Alors, l'idée, c'est que l'idée ici est de rendre service sans qu'on vous le demande. L'obligation ainsi créée oblige le maître à indemniser celui qui lui a rendu service. Alors, l'exemple typique, c'est le toit de votre voisin s'est écroulé suite à un orage, je vais dire une bêtise, une météorite, enfin bon, bref, le toit s'effondre. Il est en vacances, vous vous entendez assez bien avec lui, vous avez l'esprit à rendre service, vous lui réparez son toit. Vous lui réparez son toit. Quand il revient, il constate, il ne le savait pas, comme dit le code, il n'y était pas tenu, la personne, vous n'y étiez pas tenu, vous gérez sciemment et utilement, sciemment, ça veut dire en connaissance de cause et de manière utile les affaires d'autrui, vous réparez sciemment et utilement le toit de votre voisin, à l'insu ou sans opposition de celui-ci. Lui ne le sait pas, il n'a pas pu s'opposer parce qu'il ne le savait pas. Quand il revient,
il vous doit les réparations. Et comme nous dit le code, le maître de cette affaire est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. Donc, il doit vous indemniser et répondre de toutes les obligations qu'a créé cette affaire. Vous lui avez réparé son toit. C'est comme si vous aviez créé un contrat avec lui. Je vais vous réparer votre toit. Bon, voilà, ça c'est pour la gestion d'affaires. Ensuite, le deuxième cas de quasi-contrat, l'enrichissement injustifié. C'est l'article 1303 du Code civil. En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Un enrichissement injustifié, donc vous l'avez bien compris, une personne s'enrichit au détriment de l'autre. Exemple, un travail fourni sans rémunération. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'enrichissement injustifié permet l'exercice de l'action in rem verso. C'est du latin, donc in, rem, R-E-M, verso, V-E-R-S-O, qui autorise une personne, au détriment de laquelle une personne s'est enrichie de manière injustifiée, à la signer au tribunal, donc pour obtenir ce qu'on appelle la répétition. La répétition, en termes juridiques, ça veut dire remboursement. Donc, on déclenche l'action in rem verso pour se faire rembourser l'enrichissement injustifié. Les conditions. Les conditions à l'action in rem verso. Il faut qu'une personne s'enrichisse, qu'une autre s'appauvrisse. Il faut un lien de corrélation entre appauvrissement et enrichissement. Et l'enrichissement doit être injustifié. Il ne doit exister aucune raison juridique qu'il soit justifié, que ce soit la loi, la jurisprudence ou un contrat. Donc l'action in rem verso doit être la seule action possible pour qu'elle puisse être activée. Il ne doit exister aucune autre action juridique possible. C'est la seule. L'arrêt célèbre, cassation civile 2 mars 1915, Paturo-Boudier, Paturo-Boudier, P-A-T-U-R-E-A-U-Boudier, comme ça se prononce. Donc ça, c'est cet article-là qui met en lumière l'enrichissement injustifié et surtout l'action in rem verso, qui doit être la seule action possible en dehors de toute autre action judiciaire. À savoir, la faute de l'appauvri peut limiter son indemnisation. Voilà, ça c'était à savoir pour votre culture juridique générale. Article 1302-2, alinéa 2. Troisième cas de quasi-contrat, le paiement de l'indu. L'article 1302-1 nous dit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Alors là, c'est pareil. C'est la personne qui reçoit un paiement de quelqu'un alors qu'il ne devait pas le recevoir. Il doit le rembourser. C'est aussi simple que ça. Alors, deux cas. Le code nous dit le cas où une personne paye sa dette dans les mains du mauvais créancier. C'est l'article 1302-1. Et le cas où une personne paie la dette d'autrui, article 1302-2. Donc, pour le premier cas, c'est simple. Dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le payeur est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution. La restitution, c'est le remboursement, c'est comme la répétition. Alors,
Cassation, assemblée plénière, 2 avril 1993. Pour le second cas, une autre jurisprudence, civile première, 15 janvier 1985. L'action en répétition de l'indu, la répétition étant la restitution des sommes, peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement est le bon créancier, mais que le paiement a été effectué par le mauvais débiteur par erreur. Voilà donc pour les quasi-contrats. Alors je répète, donc quasi-contrat, il y a donc la gestion d'affaires, l'enrichissement injustifié et le paiement de l'indu que vous pouvez consulter donc à l'article 1300 du Code civil et suivant, 1302 et 1303. Voilà, histoire de survoler les quasi-contrats. Ensuite, autre fait juridique. Ce qu'on appelle le délit. L'article 1240 du Code civil nous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Exemple, vous commettez un dommage par un fait générateur, ce qu'on appelle un fait générateur, donc un exemple, un accident, donc c'est de votre faute. Ce dommage crée un préjudice envers quelqu'un, vous créez un accident. Je ne parle pas encore des accidents de la route parce que c'est une loi particulière de 1986. Je parle plutôt d'un dommage, faites tomber un pot de fleurs de votre fenêtre, voilà, vous créez un préjudice à quelqu'un, vous lui faites mal, vous lui causez un dommage physique ou psychologique. Ce dommage crée un préjudice envers quelqu'un, vous êtes tenu de le réparer, vous devenez débiteur envers cette personne. Vous lui devez une réparation. Il devient votre créancier. Exemple, une jurisprudence civile deuxième, cassation civile deuxième, 13 mai 1988, la rediffusion d'une information inexacte en connaissance de cause. Donc là, le code nous dit, la jurisprudence nous dit, vous connaissez donc une information inexacte, vous savez qu'elle est inexacte, vous la rediffusez, cette information cause un préjudice à une personne, préjudice, ça peut être moral ou quelqu'un vient agresser cette personne parce que vous avez diffusé cette information que vous saviez fausse. Vous êtes responsable donc du dommage ainsi créé à cette personne et vous lui devez ainsi réparation. Il devient votre créancier au même titre que lorsque quand vous faites un contrat, un acte juridique, il y a des débiteurs et des créanciers. C'est le même principe, sauf que là, c'est un délit, donc vous causez un dommage à quelqu'un plus ou moins consciemment, plus ou moins avec une mauvaise intention. Vous lui créez donc un dommage et vous devenez son débiteur. Voilà. Et après, ensuite, les assurances entrent en compte. En fait, on a retenu, c'est un peu le principe de la responsabilité civile, c'est pour assurer une bonne indemnisation aux victimes. En fait. Voilà. Après les délits, les quasi-délits, qui sont définis à l'article 1241 du Code civil. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, comme les délits, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Donc, ceux qui disent familièrement, c'est pas ma faute, j'ai pas fait exprès, bon, mais c'est raté pour eux. Le code ne les a pas oubliés. Donc, il nous dit bien, l'article 1241 nous dit chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, ce qu'il a fait exprès, mais aussi par sa négligence ou son imprudence. Il n'a pas fait exprès, mais sa négligence et son imprudence sont sanctionnées. Parce que enfin, c'est logique, hein, on va pas
va pas dédouaner les gens parce qu'ils n'ont pas fait exprès ou parce qu'ils ont été négligents. Ça enlèverait toute possibilité d'indemnisation aux victimes. Et ça, la loi ne l'a pas retenu comme ça. Serge Brodeau, qui est conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles, nous donne la définition des quasi-délits. Les quasi-délits sont des engagements qui résultent du dommage qu'une personne a provoqué sans droit, mais involontairement, au détriment d'autrui et qui l'oblige à le réparer en conséquence. En clair, c'est pas votre faute, mais vous êtes quand même tenu de réparer le dommage. C'est pas votre faute intentionnelle. Ce qui est sanctionné, c'est la négligence ou l'imprudence inexcusable. La qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation, c'est le juge qui va décider, qui va apprécier donc la qualification juridique de la faute, si c'est une faute d'imprudence, si c'est une faute de négligence, une faute lourde, une faute inexcusable. Il y a tout un panel de fautes qu'a retenu la jurisprudence dans diverses matières, telles en droit social et bon, donc surtout en droit civil. Donc voilà, la faute peut être lourde, inexcusable. Je consacrerai un chapitre entier à la faute plus tard. Autre source du droit des obligations, autre source des obligations, la loi. Alors la loi impose des obligations en vertu d'un certain nombre de textes. Je dois faire ou m'abstenir de faire des choses. Exemple, respecter le code de la route. Le non-respect de ces prescriptions de la loi m'expose à des amendes, de la prison, des amendes civiles, pénales. Voilà pour les sources des obligations. Il y en a donc 5 que nous développerons un peu plus tard. Mais avant, je tenais à vous parler de l'obligation naturelle, article 1100 du Code civil. C'est une obligation peu connue, mais qui a toute son importance. L'idée de l'obligation naturelle, c'est le devoir de conscience envers autrui. Alors écoutez bien parce que c'est très intéressant. Il faut faire la part des choses entre une obligation naturelle qui n'est pas sanctionnée par la loi et une obligation civile qui, elle, va être sanctionnée par la loi. Je m'explique. Il y a obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse de l'argent afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur. Ça, c'est la Cour d'appel de Colmar du 20 décembre 1960 qui nous l'explique. Donc, par exemple, rien n'oblige un frère à subvenir aux besoins de sa sœur. La loi ne l'y oblige pas. Cependant, il peut y avoir un devoir moral de le faire, mais qui n'est pas sanctionné. C'est ce que nous dit la Cour d'appel de Colmar. Il y a obligation naturelle chaque fois qu'une personne s'oblige envers une autre ou lui verse de l'argent afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur. Mais jusqu'à maintenant, l'obligation naturelle, elle n'est pas sanctionnée. Ça, c'est le principe. Cependant, il peut y avoir un devoir moral de le faire. Cette obligation naturelle peut se transformer en obligation civile et être susceptible ainsi d'exécution forcée. Alors là est toute la subtilité. On va reprendre l'exemple du frère et de la sœur. Vous savez qu'il y a une obligation alimentaire entre parents et enfants et entre enfants et parents. La loi oblige les parents à nourrir leurs enfants, même majeurs, quand ils sont dans une position de précarité. Les parents doivent intervenir et donner à manger à leurs enfants, pour parler clairement, parler simplement, et vice-versa. Mais pas entre frères et sœurs. Sauf que cette obligation naturelle peut se transformer en obligation civile. Il suffit qu'une personne, par exemple le frère en question, fasse la promesse qu'il va aider sa sœur financièrement. Cet état de fait a été entériné par la jurisprudence Cassation civile 10 octobre 1995, numéro 90-2-300.300.
Ou encore, Civil première, 4 janvier 2005. Donc cet arrêt nous dit l'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. Voilà la différence entre ce qui crée, ce qui nous fait passer d'obligation naturelle à obligation civile, c'est la promesse d'exécuter cette obligation naturelle. Le frère promet de l'argent à sa sœur. Non, le frère veut donner de l'argent à sa sœur, mais il ne promet pas. Obligation naturelle. Jusque-là, la sœur ne peut pas dire ne peut pas dire quoi que ce soit. Seulement si le frère lui téléphone ou laisse une preuve comme quoi il s'engage à payer une somme d'argent, il lui promet une somme d'argent, s'il ne lui donne pas, la sœur peut l'assigner au tribunal. Bon, je ne pense pas que les tribunaux assistent à ce genre d'affaires, soient saisis de ce genre d'affaires tous les jours. Mais ça peut exister. Donc, il faut bien faire attention quand quelqu'un vous promet quelque chose et qu'il n'y est pas dû par la loi, qu'il n'y est pas obligé, il faut qu'il fasse attention parce qu'un bon juriste que vous êtes, il pourrait le regretter. Voilà. L'engagement unilatéral pris en connaissance de cause d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. L'existence de cet engagement est à l'appréciation souveraine du juge du fond. Ça, c'est la cour d'appel, je ne l'ai pas noté, mais c'est une cour d'appel donc du jugement du 3 octobre 2006 qui nous dit que c'est le juge qui apprécie souverainement l'existence de l'engagement. Et donc, comme vous savez, en droit civil, toutes les preuves sont acceptables. C'est le juge qui va vérifier les preuves téléphoniques, par lettre, par oui-dire, par témoignage. Second cas de transformation, c'est quand l'obligation naturelle a été exécutée. Voilà. Elle a été exécutée, donc ce n'est plus une obligation naturelle, c'est devenu une obligation civile. Voilà pour l'obligation naturelle. Ensuite, nous allons, donc j'ai fait le tour des sources des obligations. J'ai fait le tour de la classification des obligations et du caractère des obligations. Nous allons donc nous attaquer à la première source pour développer les actes juridiques. Nous allons parler du contrat. Alors, je vais parler du contrat et je ne vais pas m'attarder sur les autres, sur les actes juridiques unilatéraux, etc. Parce que le contrat, c'est quand même l'acte juridique par excellence et qui prend le plus de place dans notre droit des obligations. Alors, donc, le contrat. Le contrat constitue la source principale des actes juridiques. Il existe bien sûr d'autres actes juridiques non moins importants, comme je vous l'ai dit, tels que les délégations de pouvoir ou le testament, mais le contrat reste un acte juridique fondamental. L'article 1101 dispose qu'un contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le contrat est donc une convention source d'obligations. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le Code civil ne nous définit pas ce qu'est une obligation, mais nous énonce ce qu'il est crée. Le contrat est créateur d'obligations. Le contrat crée les obligations, les modifie, peut les modifier, les transmettre ou les éteindre. Donc, un contrat qui crée des obligations, vous avez une offre de vente, un acheteur, le vendeur donne la chose, livre la chose, transmet la propriété de la chose à l'acheteur, l'acheteur paye, vous créez une obligation. Voilà. Vous avez créé c'est un contrat de vente qui crée une obligation. Le contrat peut modifier l'obligation, donc vous pouvez la modifier par des avenants au contrat.
faites un contrat de vente, par exemple, et puis plus tard, un contrat de vente à exécution successive. Vous mettez d'accord avec l'autre partie, comme quoi tel jour vous allez livrer telle chose, la semaine d'après telle autre chose, le contrat le stipule ainsi. Vous pouvez faire des avenants au contrat qui vont modifier les dates de livraison, les prix, donc voilà, tout ce qui est possible de modifier légalement dans un contrat. Le contrat peut transmettre des obligations. Vous pouvez donc céder des dettes, des créances. Vous pouvez vendre des créances. Vous pouvez changer de débiteur, changer de créancier. Voilà. Ou ensuite, vous pouvez éteindre les obligations, c'est-à-dire par contrat, vous pouvez éteindre un contrat déjà existant. Ce qui n'empêche pas après de pouvoir en créer d'autres, et vice-versa. Le contrat est donc une convention source d'obligation. La réforme du 10 février 2016 ne reprend pas les dispositions de l'ancien article 1101 qui prévoyait l'obligation de faire ou de ne pas faire, de donner ou de ne pas donner quelque chose. Ce sont les obligations dont je vous parlais tout à l'heure avec les obligations de moyens et de résultats. Le code ne reprend pas l'obligation de faire ou de ne pas faire, de donner ou de ne pas donner quelque chose. Les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil reprennent quant à eux les principes fondamentaux régissant le droit des contrats, c'est-à-dire les trois principes fondamentaux: la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l'exigence de la bonne foi. Alors, sur la liberté contractuelle, on va commencer par la liberté contractuelle. Le principe par lequel la liberté contractuelle prévaut dans un rapport contractuel entre plusieurs personnes repose sur 3 points. Le choix de contracter ou non, le choix de son co-contractant et la liberté sur le contenu du contrat et la forme du contrat. Alors, j'ai fait un petit chapitre là que je trouve intéressant parce que ça parle donc du droit constitutionnel. Ça parle de la liberté contractuelle, de la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle. Parce que jusqu'à récemment, le Conseil constitutionnel ne reconnaissait pas la liberté contractuelle en tant que principe à valeur constitutionnelle. Certains auteurs ont avancé que c'était dû au nombre d'exceptions que comportait cette liberté contractuelle, limitée par la loi et le juge. Bon. Ça, c'est de la doctrine pure. Je ne veux pas m'engager plus loin parce que sinon, on partirait dans des explications sans fin. Je préfère rester pragmatique. Donc, les principes fondamentaux qui régissent le droit des contrats, le premier, c'est la liberté contractuelle. La liberté contractuelle est protégée constitutionnellement, qui a été protégée par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel a fait évoluer sa position, parce qu'au départ, dans une décision Conseil constitutionnel 10 juin 1998, la protection a été reconnue sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis complétée par l'article 16 de la même déclaration, Conseil constitutionnel 13 janvier 2003. Ensuite, la protection s'est étendue à la liberté de choix du contractant, Conseil constitutionnel 19 décembre 2000. Et dans une décision très importante du Conseil constitutionnel 13 juin 2013, le Conseil met sur le même plan liberté contractuelle et liberté d'entreprendre. Le Conseil nous dit: il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la DGHC des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée
au regard de l'objectif poursuivi. Donc là, le Conseil constitutionnel nous dit que, d'une manière négative, nous dit le législateur peut apporter des limites à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle à partir du moment que ces limites ne résultent pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Donc par cette décision-là, le Conseil constitutionnel protège le principe de liberté contractuelle et le place au niveau de principe à valeur constitutionnelle. Alors pour ma part, pour mon opinion, je ne comprends pas trop pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, parce que la liberté contractuelle, c'est quand même quelque chose qui date de la Révolution française. Et je ne comprends pas trop pourquoi, au niveau constitutionnel, il n'a pas été protégé un peu avant. Bon, enfin, je ne suis pas dans les secrets du Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'était pour le volet constitutionnel. Ensuite, la liberté contractuelle repose sur le principe de l'autonomie de la volonté. Nous n'allons pas parler des évolutions doctrinales, mais je vous renvoie à différents auteurs sur ce sujet. Sur la thèse individualiste, donc vous avez des auteurs comme Grotius et Hobbes. Vous avez des auteurs comme Emmanuel Kant et Fouillet qui nous disait « qui dit contractuel dit juste ». Sur la thèse libérale, vous avez Adam Smith. Et donc ce principe d'autonomie de la volonté a pour conséquence la liberté contractuelle qui elle-même est limitée par une exigence de satisfaction aux conditions de validité légale du contrat. Une exigence de ne pas contracter sur des questions d'ordre public ou de bonnes mœurs, une exigence de contracter sur un objet et but licite et une exigence de bonne foi. Donc là, c'est ce que nous disait la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 sur les limites apportées par le législateur. Le législateur apportait des limites proportionnées par rapport au but licite et à l'intérêt général. Voilà. Donc, ensuite, deuxième critère, pour la liberté du choix de son co-contractant. Quelques exemples jurisprudentiels. Chambre commerciale, 7 avril 1998. Un concédant a le droit de traiter avec le co-contractant de son choix, sans être tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé. Alors là, deuxième critère, donc après la liberté contractuelle, la liberté du choix de son co-contractant, qui fait partie de la liberté contractuelle aussi. Vous avez le droit de contracter avec qui vous voulez. Voilà. Il n'y a pas d'obligation prévue par la loi. Deuxième exemple, chambre commerciale, 11 mars 2008. L'obligation légale d'acquitter une cotisation à une association professionnelle n'entraîne pas l'obligation d'y adhérer. Là, c'est pareil. Hein, vous n'êtes pas tenu d'adhérer à une association juste parce que vous payez une cotisation. L'association ne peut pas vous obliger à contracter avec elle. Donc, liberté de choix du co-contractant, vu de manière très large par la jurisprudence. On peut déduire que la liberté de choix des co-contractants est considérée donc de manière large par la jurisprudence, de manière étendue. Ce principe considère l'homme comme un être libre et qui ne peut pas être soumis à des obligations autres que celles qu'il a voulues. Ce principe découle donc de la théorie de l'autonomie de la volonté des parties au contrat.
deuxième point, à propos, après la liberté contractuelle, donc sur la force obligatoire du contrat. L'article 1103 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela entraîne le principe d'intangibilité des contrats, c'est-à-dire une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat initialement conclu. L'article 1193 du Code civil nous dit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Les parties sont donc obligées de respecter les termes du contrat, en principe. Ce principe est tempéré par l'insertion de clauses dans le contrat. On peut y insérer des clauses qui prévoient qu'au cours de l'exécution du contrat, vous pourrez plus ou moins révoquer le contrat unilatéralement. C'est à des degrés divers. Le Code civil rajoute, les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi. Alors là, c'est intéressant. Le Code civil nous dit les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, donc ce qui a été convenu entre les parties, mais ensuite, au cours de l'exécution du contrat, les principes comme l'équité, l'usage ou la loi vous donnent des obligations de les respecter. Il n'y a pas que la loi, il y a l'équité et l'usage aussi. Ce qui se fait, surtout dans le droit commercial, l'usage, c'est ce qui se fait, c'est un peu une... C'est aussi quelque part une source des obligations, entre guillemets. Donc, au cours d'un procès, vous pouvez toujours, devant le tribunal commercial, dire oui, mais bon, l'usage prévaut que, voilà, et la partie adverse doit se conformer à cet usage-là. Donc, tempérament, comme je disais, un contrat peut néanmoins être modifié ou révoqué unilatéralement par l'une des parties sous condition. En effet, la formation du contrat, des parties peuvent s'entendre sur l'insertion de clauses permettant de révoquer le contrat. Exemple, la vente avec ARHES, article 1590 du Code civil. Donc, vous achetez quelque chose, mais vous versez des arts, vous versez une petite avance. Si vous n'achetez pas, la clause dit, si vous n'achetez pas, si vous ne donnez pas le reste de l'argent plus tard, c'est comme les acomptes, c'est pareil, vous risquez de perdre l'argent que vous avez déjà donné. Ça, c'est par exemple une clause qui permet de résilier le contrat unilatéralement. La jurisprudence a aussi validé les clauses permettant la résiliation unilatérale discrétionnaire sans motif légitime. Donc vous pouvez insérer des clauses dans le contrat qui permettent la résiliation unilatérale à votre discrétion sans motif légitime. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire le contrat et ensuite insérer une clause en disant, qui stipule je pourrais résilier le contrat sans dire pourquoi. Voilà, c'est aussi clair que ça. Ça, c'est la chambre civile, cassation civile, première chambre, 3 avril 2001, qui nous donne cette jurisprudence intéressante. Vous avez d'autres clauses comme les clauses d'adaptation, les clauses d'adaptation automatique, les clauses d'indexation du prix, les clauses earn out et les clauses de material adsense change. Voilà, vous avez toute une panoplie de clauses que vous pouvez insérer au contrat. Vous avez aussi des clauses qui permettent la renégociation du contrat, chose qui, à la base, en principe, n'était pas possible avant 2016. Je vais expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc les clauses de hardship en vue de renégocier le contrat selon les événements qui viendraient à en bousculer l'économie.
Les clauses de hardship, la jurisprudence nous en parle, Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1976. Toutefois, une clause de renégociation n'oblige pas forcément à renégocier le contrat, mais en offre seulement la possibilité. C'est important de voir ça, parce qu'en fait, la jurisprudence accueille favorablement les clauses de hardship, de renégociation, mais le tribunal nous dit, la chambre commerciale nous dit, attention, vous pouvez insérer une clause de renégociation, mais celle-ci ne vous oblige pas forcément à renégocier. Vous voyez la nuance. Il y a quand même une certaine liberté qui reste offerte aux parties. Alors, tempérament par la loi, comme je vous le disais, en 2016, bien des choses ont changé et la loi permet aussi des tempéraments par l'introduction dans le Code civil de la théorie de l'imprévision. Alors, la théorie de l'imprévision, c'est très important et c'est vraiment une nouveauté dans le Code civil qui a été instaurée en 2016, donc par l'ordonnance du 10 février 2016. Je vais vous expliquer ce qu'est l'imprévision. Je vais même vous faire la différence entre l'imprévision et la force majeure, la distinction entre l'imprévision et la force majeure. Alors, comme je vous le disais, la grande nouveauté de la réforme du droit des contrats, issue de l'ordonnance du 10 février 2016, c'est l'admission dans le droit civil de la théorie de l'imprévision. Auparavant, le droit administratif avait déjà admis, dans un célèbre arrêt du Conseil d'État du 30 mars 1916, Compagnie d'éclairage de Bordeaux, le Conseil d'État avait déjà admis la théorie de l'imprévision. Alors, la petite histoire de la Compagnie d'éclairage de Bordeaux, c'est donc durant la Première Guerre mondiale, c'était en 1916. À l'époque, l'éclairage des rues n'était non pas électrique, mais fonctionnait au charbon. Le charbon était importé, soit était produit en France, mais acheminé jusqu'à Bordeaux, soit importé d'autres pays. Le fait qu'il y ait la guerre, donc avec tous les problèmes de ravitaillement et de ravitaillement stratégique que ça a posé, le coût du charbon a grimpé de 5 fois. La mairie de Bordeaux avait donné la mission de service public à la compagnie d'éclairage de Bordeaux, qui était privée. Donc c'était une concession de service public. Vu que le prix du charbon avait augmenté de 5 fois, les bénéfices de la compagnie d'éclairage et même son fonctionnement étaient remis en cause par un coût exorbitant de ses frais, de ses charges. Et donc la compagnie avait demandé une indemnisation par la mairie de Bordeaux, ce qui a été accepté par le Conseil d'État le 30 mars 1916, qui a admis ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'imprévision. Donc voilà, le Conseil d'État, constatant qu'une hausse imprévisible du charbon avait bouleversé l'économie d'un contrat de concession, le Conseil d'État reconnaît au concessionnaire un droit à indemnité contre l'autorité concédante. Ainsi, 100 ans après, le Code civil, dans son article 1195, nous dit « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assurer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations pendant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la négociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord, le juge peut, à la demande d'une des parties, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence de la Cour de cassation sur ce thème dans ce domaine.
Pour moi, je pense que l'admission de cette théorie est trop récente. Donc la théorie a été admise en 2016, on est en 2020. Ce texte a été élaboré dans le but, dans l'esprit d'une continuation des relations contractuelles, afin de désengager les tribunaux et dans une logique plutôt libérale, c'est-à-dire de favoriser l'économie. Euh, il faut retenir de ce texte que les conditions à l'admission de l'imprévision tiennent à des circonstances imprévisibles, donc que l'on ne pouvait pas prévoir, et qui rendaient excessivement onéreuse l'exécution du contrat. Donc le, le, le législateur, dans le Code civil, reprend les dispositions du Conseil d'État de 1916, c'est-à-dire donc des circonstances imprévisibles. À l'époque, c'était la guerre, bon, personne n'avait prévu, plus ou moins. Euh, je vais y venir, je vais y venir. Une très bonne question pertinente. Donc, l'on ne pouvait pas prévoir et qui rendait excessivement onéreuse l'exécution du contrat. Donc, circonstances imprévisibles, on ne le savait pas, on ne savait pas ce qui allait se passer. Le coût du contrat, le coût de l'exécution devient excessif, donc plus qu'à la normale, ça devient impossible, ça devient, le contrat n'a presque plus de raison d'exister. Donc, bon, la suite du texte est particulièrement intéressante. La lettre du texte donne une indication claire sur la volonté du législateur d'obliger les parties à renégocier le contrat. D'une part, le texte permet une renégociation. Il permet aussi de demander au juge d'adapter le contrat aux circonstances, ce que peut faire le juge. Mais attention, ici le législateur pose une épée de Damoclès au-dessus de la tête des parties. En saisissant le juge, elles peuvent perdre le contrôle sur les modalités d'exécution du contrat. Ensuite, il permet au juge de résilier le contrat. Personnellement, je compare l'article 1195 à l'arme nucléaire. Bon, toute proportion gardée, mais l'esprit c'est le même, c'est la dissuasion. Dans le sens où cet article présente un caractère hautement dissuasif quant à la saisie des tribunaux. Vous imaginez, vous avez donc une imprévision, vous demandez à votre co-contractant une renégociation, il ne veut pas. Vous avez la possibilité d'aller devant le tribunal, mais lui aussi. Et vous ne savez pas, ça devient un jeu de poker parce que vous ne savez pas à quel point peut aller l'autre dans, dans sa volonté d'aller jusqu'au bout. Là, si la personne en face de vous n'a pas les reins solides financièrement, n'est pas très courageuse ou n'aime pas trouver au tribunal, ça risque de prendre des proportions un peu malheureuses. Et donc, je pense que le législateur a fait exprès pour se servir donc de ce levier psychologique pour empêcher les gens d'aller au tribunal, pour les amener à renégocier le contrat et à continuer les relations contractuelles sous d'autres termes, peut-être dans des termes un peu moins avantageux pour l'un, pour l'autre, mais le but c'est de continuer le contrat. Donc je disais, donc avec la crise du Covid-19, comme vous me l'avez précisé, vous me l'avez demandé, sans nul doute, nous verrons arriver les premières décisions de la Cour de cassation en ce sens dans les prochaines années. Euh, Personnellement, je pense que l'imprévision, j'ai conseillé une personne qui était venue me voir, qui avait un contrat de bail commercial avec un bailleur. Elle n'a pas payé ses loyers pendant 2 mois. Le bailleur lui demande donc les 2 mois de loyer. Je lui ai écrit un courrier en ce sens en lui disant en écrivant un courrier au bailleur, en lui disant que vu donc l'article 1195 qui nous amène qui nous donne la possibilité de renégocier le contrat, nous souhaitons donc ne pas payer les 2 mois de loyer et même nous demandons un certain pourcentage en moins sur les loyers à venir pour les 6 mois à venir parce que la crise du Covid-19, elle ne s'est pas cantonnée à mars et avril.
elle va se cantonner, surtout pour tout ce qui est restauration, hôtellerie, le manque à gagner pour la saison. Il y a des villes où des festivals ont été annulés, donc c'est un énorme manque à gagner. Et donc les, les répercussions vont se faire sentir même dans les 6 mois, voire même, moi je pense, pendant les 2 ans à venir. Il faut savoir une chose, c'est que oui, le Covid-19 peut entrer dans le domaine de la théorie de l'imprévision et de la force majeure aussi. Parce que ce sont deux choses différentes. Je vais vous l'expliquer. Je vais faire la différence entre l'imprévision et... je vais continuer, vous allez voir. Pour mieux comprendre le cadre de la théorie de l'imprévision, le Code civil nous parle aussi de l'arrêt du Conseil d'État du 9 décembre 1932, Compagnie des tramways de Cherbourg. Cette fois, ce n'était pas la compagnie d'électricité, c'était la compagnie des tramways. Cet arrêt nous dit que le bouleversement du contrat doit être dû à un événement imprévisible, extérieur aux parties et ne présenter qu'un caractère temporaire, car si le déséquilibre est définitif, il y a lieu de résilier le contrat. Ainsi donc, il ne faut pas confondre l'imprévision avec la force majeure. L'imprévision, elle doit être momentanée, elle doit être sur un laps de temps assez, je ne dirais pas court, mais ça peut être même à moyen terme, mais absolument pas à long terme. Parce que dans ce cas-là, si les parties ne peuvent plus exécuter, si une partie ne peut plus exécuter du tout son contrat, le contrat, il faut l'annuler. Ce n'est plus possible. Parce que l'objet même du contrat disparaît. La cause, qui n'existe plus littéralement dans le code civil, n'existe plus non plus. Il y a donc lieu de résilier le contrat. Donc, je vous disais, si l'imprévision est retenue par l'article 1195 comme un événement imprévu, rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse et permettant la renégociation du contrat, la force majeure, elle, article 1218, implique un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu et échappant au contrôle du débiteur, et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. On peut dire que la notion de force majeure ressemble à la notion de l'imprévision, dans le sens que c'est un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu, qui échappe au contrôle du débiteur et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. Et c'est là la différence avec la force majeure, entre la force majeure et l'imprévision. Ce sont les effets dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. On a bien vu pendant la crise du Covid-19 que euh, énormément de commerces avaient l'obligation de fermer, mais certains commerces, tels que les restaurants, je vais prendre l'exemple, les restaurants pouvaient continuer à faire de la vente à emporter. Euh, Elles pouvaient faire de la vente à emporter, mais tout le monde sait très bien que la clientèle n'aurait pas été au rendez-vous, vraiment très peu. Donc le bouleversement économique euh, du contrat aurait quand même eu lieu. Donc pour moi, ceux qui pouvaient, ça doit se régler au cas par cas, parce que pour moi, ceux qui pouvaient continuer à livrer à faire de la livraison ou de la vente à emporter, ils rentraient dans le cadre de l'imprévision. La force majeure, c'est vraiment, mais alors vraiment, vous ne pouvez plus exercer, vous ne pouvez plus exécuter votre contrat. Donc, les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. Alors, l'ancienne notion d'extériorité est partiellement retenue dans les termes échappant au contrôle du débiteur. La différence essentielle entre force majeure et imprévision, c'est que la force majeure rend l'exécution d'une obligation impossible, alors que l'imprévision implique des circonstances exceptionnelles rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse. Mais possible. Je vous le répète, dans la crise du Covid-19, vous avez les deux mélangés. Vous avez ce qui pourrait entrer dans le cas de force majeure, c'est toutes les entreprises qui obéissaient
au décret donc, de fermeture des entreprises proprement dites et qui vraiment ne pouvaient plus accepter de personnes du tout. On va dire par exemple les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, soit vous rentrez dedans pour consommer, pour danser, pour voilà, soit vous restez dehors. Mais vous ne pouvez pas faire de, vous ne pouvez pas prendre de la vente à emporter, du whisky à emporter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est donc, je pense, au cas par cas. Et il y a un mélange. Alors là, il va falloir attendre les décisions des tribunaux. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Et pour la Cour de cassation, il faudra attendre 3, 4, peut-être 5 ans, voire plus, pour voir arriver toutes les décisions, tous les arrêts qui cassent les décisions des cours d'appel, que ce soit en droit civil ou en droit commercial. Donc je continue un peu sur la force majeure. Il est vraisemblable que peu à peu, la force majeure laisse davantage de place à la théorie de l'imprévision, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les cas de force majeure sont extrêmement rarement retenus par la jurisprudence, jurisprudence même qui se contredit sur ce thème. C'est au juge d'apprécier les faits qui leur permettraient de relever l'existence ou l'absence des éléments constitutifs de force majeure. Et j'ai lu que l'étude du service de documentation euh, et d'études de la Cour de cassation nous montre que les différentes chambres de la Cour de cassation euh, ne parviennent pas à adopter une définition unitaire de la force majeure. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et les jurisprudences ne les retiennent que très rarement par souci justement de... En fait, vous aurez toujours des personnes qui vous diront oui, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, force majeure, force majeure, force majeure. Et ça créerait vraiment une insécurité juridique. Euh, c'est pour ça que l'appréciation se fait au cas par cas, c'est-à-dire c'est une appréciation in concreto. Je vais vous donner deux exemples de force majeure. La maladie de l'élève qui l'empêchait de suivre l'enseignement dispensé par l'école contractante, qui était une école privée. Première chambre civile, 10 février 1998, publié au bulletin numéro 53, ou la maladie de l'égyptologue qui l'oblige à annuler un voyage en Égypte organisé par une agence de voyage. Première chambre civile, 6 novembre 2002, bulletin numéro 258. Autre distinction, je vais vous faire peut-être la distinction. On a bientôt fini, mais je vais vous faire quand même la distinction entre la force majeure et le cas fortuit. La différence réside dans l'extériorité. La force majeure est extérieure, le cas fortuit est intérieur. Exemple de cas fortuit, un sinistre dans les locaux de l'entreprise, une grève, etc. Donc 2 points pour finir à retenir. Dans un cas présumé de force majeure, la jurisprudence a considéré, si l'empêchement n'était que momentané, que le débiteur n'était pas libéré de son obligation, celle-ci n'étant que suspendue dans le temps, jusqu'au moment où l'événement extérieur cessait. Cassation civile première, 24 février 1981. Donc j'espère que vous avez bien compris la distinction entre force majeure, imprévision et cas fortuit. Il faut bien se retenir sur ces points que c'est surtout, euh, il faut apprécier ces notions de manière in concreto, c'est-à-dire au cas par cas. On ne peut pas généraliser la notion de force majeure de l'imprévision à tous les cas possibles. Il rentrerait trop d'aléas et les situations sont vraiment très différentes. Euh, j'ai un cas, par exemple, j'ai eu un cas de force majeure. J'ai une amie qui avait un restaurant. Euh, la foudre est tombée sur la ville, sur le quartier, coupure de courant et son congélateur à glace avait grillé. N'avait pas grillé. Donc les plombs avaient sauté, toutes les glaces avaient fondu. Et donc j'ai appelé pour elle l'assureur qui m'a dit non, il aurait fallu que la foudre tombe sur le frigo.
sur le frigo lui-même. Je lui ai dit, vous plaisantez, c'est pas possible. Moi, j'ai lu le contrat, donc vous assurez les dommages électriques. Il s'est passé ça. Euh, il s'agissait d'un cas de force majeure. Voilà. Et donc, mon ami a été remboursé sous 15 jours de ses glaces, pas de la franchise, mais du contenu du frigo. Donc voilà, alors il est 7h30, ça faisait 1h30, j'avais dit que je faisais le cours pendant 1h30. Je trouve que c'est raisonnable, parce que je vais finir par ne plus avoir de voix. J'espère que j'ai été clair. Euh, J'espère ne pas avoir dit de bêtises. C'est la première fois que je fais un cours. C'est la première fois que je me sers d'un webinaire. Euh, j'ai enregistré la vidéo, je pense. Je la mettrai donc sur ma page Facebook et je la mettrai à terme sur ma chaîne YouTube que je suis en train de créer. Euh, voilà, j'espère que vous n'êtes pas déçus et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Voilà. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook pour d'autres aventures juridiques. Je continuerai, je donnerai une autre date pour la suite du cours, qui est long. Donc on continuera. Super, merci. Je vous souhaite bon courage. Je continuerai le cours, je vous donnerai les dates sur la page Facebook. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup pour votre soutien. Au revoir.